Alors, donc, par rapport à ça, là je reviens, j'ai parlé beaucoup des entreprises, mais il y a une chose fondamentale qui est à l'œuvre, c'est en fait la confusion entre société et entreprise. On prend un mot pour un autre, etc. Et c'est vrai qu'en français, on n'utilise pas beaucoup société, parce que la société, ça peut être aussi une société humaine, sans forcément parler d'une organisation. Mais en tout cas, au niveau juridique, ça a un vrai sens. Donc, vous avez donc les sociétés qui sont donc des personnes morales, donc ça c'est dans le code civil, hein, et c'est un contrat entre deux personnes donc, qui mettent du capital en commun pour justement avec la finalité de pouvoir partager les bénéfices et les pertes. Et donc ça c'est les multinationales, les actionnaires, hein, les SARL, les sociétés anonymes, etc. Et donc pour eux, donc la santé d'une entreprise, ben, c'est de faire du bénéfice. Hein. Le plus de bénéfices possible pour faire de la plus-value et garantir mon capital. Et par contre, l'entreprise, elle n'est pas définie en droit. C'est en fait une personne physique et c'est une unité de production, une unité économique qui, elle, a pour but de créer une vraie richesse, une richesse réelle, sociale et enfin en tout cas durable. Et la santé d'une entreprise, ben, c'est quoi? Ben, c'est simplement de pouvoir payer mes fournisseurs, payer mes salariés, ben, moi-même pouvoir en tant que patron en vivre. Hein, et puis aussi garder peut-être un petit peu d'argent pour ben, la maintenance de mon outil de production. Et là, ben, l'entreprise, elle est en très bonne santé. Par contre, ce n'est pas du tout suffisant pour les actionnaires qui, eux, en plus, veulent pouvoir avoir des profits. Voilà. Et donc, c'est quelque chose de fondamental. Moi, je n'avais pas mis le doigt sur cette chose-là. C'est vrai qu'on l'utilise dans le sens commun. Et puis même les syndicats, même les partis utilisent l'un pour l'autre. Et alors, en France, en plus, on a beaucoup de petites et moyennes entreprises. On est le pays européen qui en a le plus. Et en fait, par rapport à ça, tous dans notre entourage, on connaît ben, des petits artisans ou des petites entreprises qui en bavent, enfin voilà, et puis... donc du coup, quand on tape sur le MEDEF, les multinationales, etc., ben, du coup ça crée une confusion vraiment importante, alors que c'est vraiment des structures qui sont complètement différentes, puisque le but n'est pas le même. Vous avez soit une performance sociale durable, évidemment qu'un boulanger, il ne va pas mettre des cochonneries dans son pain pour rendre malade les gens autour de lui, voilà, puis... donc, vous avez une responsabilité sociale qui est liée à la personne physique. Hein, et d'ailleurs, un indépendant aussi, une profession indépendante, donc ben, c'est ses propres dettes. Enfin, s'il fait faillite, ben, c'est sur ses propres dettes à lui personnelles. Hein, ce qui n'est pas le cas notamment des sociétés. Voilà, alors ça c'est le petit schéma que j'ai fait. Donc pour l'entreprise, donc ce qui est important c'est la valeur ajoutée directe. Donc vous avez donc le blé qui est transformé donc par le meunier en farine, et la farine ensuite ben, le boulanger en fait du pain, et puis c'est toutes ces valeurs ajoutées, parce qu'au départ ben, ça valait 20 centimes, voilà, qui ensuite font le prix donc de la baguette. Et par contre, pour les sociétés, ben, là, ce qui est important, ben, c'est que l'argent travaille. Hein, c'est-à-dire que bon, l'argent que je mets, que j'investis là, donc, puisse augmenter, et ce sont les plus-values. Alors, hop, voilà. Alors, tout ça, alors il y a deux principes, enfin deux types de capitalisme différents. Donc vous avez, alors là je me base sur le livre que je vais montrer tout à l'heure, là de Brodier.
sur la valeur ajoutée directe, où on distingue donc deux types de capitalisme. Celui qui met la primauté sur l'entreprise, donc qui favorise le développement des entreprises, donc de la richesse réelle créée, bon, que lui il nomme Nippo-Renan, alors je ne sais pas pourquoi, donc japonais et allemand. Donc, où ce qui est important, c'est la transformation, donc c'est le travail hein, entre la farine et la baguette, donc c'est le travail, la réelle richesse que je crée, et avec une performance sociale et durable qui est basée donc sur justement donc le travail et donc les professions. Et par contre, donc vous avez le deuxième type dans lequel nous sommes, vous aurez compris, où la primauté c'est celle des sociétés, donc qui est néo-américain, donc c'est le plan Reagan-Thatcher, hein, la dernière fois j'ai parlé de ce plan-là, hein, donc avec les économistes néolibéraux, donc Milton Friedman et Hayek, qui donc là c'est plus basé sur des produits qui sont standardisés pas chers, donc où on va réduire constamment les charges, les salaires, le prix qu'on paye aux agriculteurs, en train d'en parler, et par contre on augmente les recettes, parce que on s'aperçoit aussi que les prix malgré tout ils baissent pas du tout. Même si on a privatisé des choses. Et notamment, il y a des sur par exemple la privatisation de l'eau à Paris, le fait d'avoir privatisé ça a augmenté l'eau de je ne sais plus combien de pourcents. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont revenus ensuite à une régie municipale, parce qu'en fait, ce qu'on avait dit que c'était pour baisser les coûts, au contraire, ça n'avait fait que l'augmenter. Mais la valeur ajoutée n'avait pas augmenté en conséquence, au contraire. Voilà, alors, donc en plus, ce qu'il y a, c'est que la primauté, donc le néolibéralisme dans lequel nous on est, où on favorise donc justement la société au détriment des entreprises, c'est un modèle social donc du capital et du travail qui est pervers, j'en ai parlé aussi la dernière fois, puisqu'en fait, le modèle économique capital-travail, hein, tel qu'on l'a actuellement, part du principe que les ressources, elles sont inépuisables. Hein, et à l'époque, c'est vrai que on était peu d'humains, qu'il y avait peu de commerce, on consommait assez peu, donc que ce soit le pétrole, que ce soit l'eau, que ce soit tout ça, c'était inépuisable. Donc du coup, le système économique s'est élaboré à partir uniquement du capital et puis du travail, hein, de comment on payait les travailleurs pour transformer et créer la richesse. Mais en fait, aujourd'hui, on arrive un peu au bout de ce système-là, parce qu'en effet, quand vous avez une entreprise de logistique et puis des routiers hein, qui sont très compétents, mais que vous n'avez pas de gasoil, parce qu'il n'y a plus de pétrole, votre entreprise, elle ne fait rien. Donc c'est aussi un système qui, quelque part, pervertit la réalité, et notamment les professions et les entreprises qui, elles, sont chargées, donc qui, elles, ont pour vocation à créer une vraie richesse sociale et durable, les professions prennent en compte ça, la préservation de la ressource, dans le durable pour les générations futures, etc. etc. Hein, donc, du coup, en favorisant les sociétés, on supprime la régulation des humains qui permet justement de corriger cette perversion du système économique originel hein, de capital-travail. Alors, et en gros, favoriser les sociétés, ça marche pas mal, hein, parce qu'en effet, là, vous avez donc un graphique, alors que j'ai pris à partir d'un article du Monde diplomatique, donc qui s'appelle « Le coût du capital, la question qui change tout », parce qu'on nous parle tout le temps du coût du travail, hein, on coûte trop cher, etc., mais on ne parle jamais du coût du capital.
Donc ben, lui, il ne fait pas des tableaux. Mais voilà, donc j'ai fait à partir de ça. Donc c'est une étude, l'étude Clercé qui a été faite. Et donc il montre que, par exemple, donc pour... donc si les travailleurs français donc, créent une richesse de 100 euros, et ben, donc en 1973, ben, on le vendait 100 euros. Là, par contre, et pendant les 30 glorieuses, bon, on le vendait 115 euros. Donc le capital coûtait 15 euros de plus que ce qui avait été fait en richesse réelle. Et par contre, en 2011, donc cette étude montre que là, ben, l'entreprise doit faire payer aux clients 170 euros pour une richesse créée de 100 euros. Voilà. En sachant que en bleu, là, la production, elle comprend la marge de profit déjà. Hein. C'est-à-dire que c'est compris dedans, hein, d'après ce qu'ils expliquent. Donc là, le rouge que vous avez, c'est uniquement les hedge funds, hein, les fonds de levier, donc pour rembourser leur dette parce qu'ils ont acheté, etc. Et puis les dividendes donc, qui récupèrent. Voilà. Donc je vous disais, hein, donc le livre, si certains s'intéressent sur cette question de la valeur ajoutée directe, il y a notamment donc Jean-Louis Brodier qui a fait ce livre-là. Donc en gros, donc, cette confusion, comme je disais tout à l'heure, qui est organisée par les partis politiques, par les syndicats, hein, on prend l'un pour l'autre, etc., brouille complètement les règles du jeu et font que finalement, les gens perdent un peu, ne savent plus entre le MEDEF qui se tape, enfin voilà, les syndicats tapent sur le patronat, etc. Mais en fait, en restant dans cette confusion-là, on ne sait plus trop quoi penser. Et donc, tout ça est... donc, autre chose qu'on a vu, c'est que ce modèle ultralibéral, donc néolibéral, s'inscrit bien dans les outils de gestion internationaux mis en place par les grandes banques internationales et les cabinets d'audit, et que donc la mondialisation actuelle est sur cette politique-là néolibérale, et elle est issue, alors j'ai mis de l'impérialisme américain et imposé par les traités de l'Union européenne. Alors les traités de l'Union européenne, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, l'impérialisme américain, ça j'en parle dans ma première conférence, puisqu'en fait tous ces grandes fondations, enfin le plan Marshall, puis le FMI, la Banque mondiale, tout ça a été fait à l'initiative des États-Unis. Et c'est vrai que c'est le système capitaliste néo-américain qui est imposé à travers toutes ces instances internationales. Voilà. Ça va? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un système qui favorise les sociétés et donc au détriment des entreprises. Et là, je vais essayer de conserver les bons termes. Donc, quand je dirais entreprise, c'est bien une unité de production, donc que ce soit une profession libérale, un agriculteur, un artisan ou une petite entreprise, qui cherche, dont le but, la finalité est de créer une richesse réelle. Et quand je parlerai de société, donc je parlerai des multinationales avec leurs actionnaires. Donc, dans cette logique-là, vous avez par rapport à ça une destruction progressive de toutes les législations qui se mettent en place, le contrôle de gestion, la mise en concurrence. Donc fait que l'État permet petit à petit de faire disparaître les entreprises pour privilégier les sociétés. Par notamment la mise en concurrence directe avec les sociétés qui, elles, délocalisent en Chine avec des salaires pas chers, etc. Plus de droits de douane avec l'ouverture des frontières, etc.
et les traités de libre-échange aussi, hein, notamment le CETA, là, celui avec le Canada qui est en expérimentation, qui est depuis septembre. Ouais. Voilà. Ensuite, donc, l'État aussi fait la promotion et crée de nouveaux statuts de société. Hein, par exemple, alors vous avez les agriculteurs. Donc, c'était dans le système entreprise, hein, c'est leur exploitation agricole issue de leur père, etc. Et en fait, aujourd'hui, vous avez donc ça s'appelle EARL, je crois. Donc, une possibilité de créer une société, donc sur les critères d'une société pour faire des bénéfices, etc. Donc est rentré dans le système d'audit et de comptabilité des sociétés, qui a été créé pour les professions libérales, c'est pareil. C'est ouais. Ils ont créé la SASU. Moi, je me suis créé en SASU en fait. Ouais. J'avais noté j'avais fait un tableau avec justement toutes les choses, donc individuelles et collectives, et en fait il y a des créations comme ça de sociétés, y compris même de l'individu, et même pour le public aussi, puisque les services publics sont devenus des EPIC. Alors les entreprises, parce que l'État aussi veut créer une performance sociale, hein. Son but c'était pas, parce que maintenant c'est une société de marché, donc oui, maintenant l'État est devenu actionnaire, mais le régime de base de l'État qui ne fait pas de bénéfices mais qui veut créer de la performance sociale, c'est ce qu'on appelle les régies. Hein, donc les régies municipales pour l'eau, etc. Où là, l'entreprise intervient au nom de la commune ou de l'État. Hein. Et en fait, pour libéraliser les services publics, par rapport à ça, ils ont mis en place différents statuts, les EPIC, les établissements publics d'intérêt commercial, donc comme la SNCF, tout ça, les EHPAD, dans les établissements publics administratifs, et puis vous avez aussi les sociétés mixtes, enfin voilà. Donc il y a promotion en tout cas et développement des différents statuts de société. Ensuite, donc, vous avez la création aussi et l'obligation de normes, hein, donc, notamment au niveau, par exemple, des frigoristes, vous avez, quand il y a eu le changement des gaz là, par rapport au frigo, etc., il y a eu tout un ensemble de choses. Et aujourd'hui, donc, vous avez, pour ces petites entreprises-là, des formations obligatoires, des certifications. Alors, vous avez attestation de capacité obligatoire, donc qui est nécessaire pour acheter les fluides, donc il y a dans les frigos, donc sinon, donc ça c'est Veritas ou APAV qui vous donne le tampon pour pouvoir exercer votre métier, donc qui est une charge pour les petites entreprises. Vous avez ensuite donc les attestations d'aptitude aussi qui coûtent dans les 3 500 €. Vous avez ensuite toute la paperasserie parce qu'il faut dire à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Les appareils de mesure qui doivent être aux normes qu'on doit racheter, etc., etc. Enfin bref, ces charges-là pour des petites entreprises, c'est quelque chose qui est colossal et qui freine énormément, évidemment, qui réduit leur possibilité de survie, surtout face à la concurrence de grosses majors qui, eux, délocalisent, voilà, donc tout ça, bien sûr, ça a créé beaucoup de nouveaux marchés de contrôle. Hein. Alors, je parlais pour les frigoristes, donc APA, Veritas, etc., qui du coup ont vu venir des artisans pour, etc. Tout ce qui est formation aussi. Des formations en plus qui n'apportent pas forcément grand-chose, parce que pour des ouvriers qualifiés, c'est des choses qui faisaient, le frigoriste là, qui fait une conférence explique que bien sûr que c'est ce qu'il faisait avant en tant qu'ouvrier qualifié, donc c'est vraiment de la formation qui est pas
Voilà, nécessaire qu'il y ait une charge. Ensuite, donc la charge voire des dettes donc pour les mises aux normes aussi, donc d'électricité, des outils de production qu'on doit changer, des logiciels nouveaux qu'on doit mettre en place, qu'on doit acheter, tout ça. Donc qui les endettent aussi, donc qui doivent ensuite... les audits externes, donc par exemple d'avoir le label NF ou le label ci, le label là, pour pouvoir vendre ses produits ou pouvoir être vendu en supermarché ou je ne sais quoi, voilà. Donc du coup ça appauvrit les petites entreprises, mais par contre les labos, les gros labos, les grosses structures de contrôle et d'audit, eux ça leur apporte beaucoup d'argent puisque c'est des choses qui sont obligatoires, hein. Et puis, donc, notamment, vous avez aussi les dérégulations des professions, puisque là aussi, vous avez bien sûr les professions libérales qui sont dans le système de l'entreprise, c'est-à-dire de créer une réelle richesse. Et par rapport à ça, vous avez donc toutes les réformes Macron qui ont été faites, où on a vu donc des notaires, des avocats, des médecins dans la rue, ce qui est quand même assez rare. Et en fait, tout ça, les pharmaciens aussi qui faisaient grève, là il y en a eu encore une heure, parce que en fait, à travers ça, donc, on fait disparaître les protections sociales qu'ils avaient, notamment une des choses fondamentales, c'est qu'on permet... Enfin, ce qu'on avait en France, c'était que pour, par exemple, ouvrir un cabinet de dentiste, il fallait être dentiste soi-même et exercer. Et en fait, aujourd'hui, ça a été cassé. Et ce qu'il y a, c'est que vous peuvent rentrer au capital du cabinet dentaire des gens qui ne sont pas du métier, mais qui ne sont là justement que pour faire des bénéfices. Voilà. Et ça se fait un peu dans toutes les professions. Je crois que ça a commencé en tant que vétérinaire, mais bon, pour les avocats, pour tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la finance lorgne sur le marché de ces professions réglementées-là. Mais bien sûr, dans les médias, on vous fait croire que ce sont des gros privilégiés et qui se gavent sur notre dos. Alors qu'en fait, c'est vrai que les protections qui étaient mises en place, c'était pour les mettre... comment dire, vis-à-vis de l'intérêt général, de les protéger justement de la concurrence, notamment les pharmacies. Les pharmacies, c'était par rapport à une population donnée, il y avait des quotas, hein, et ces quotas-là aussi disparaissent. Maintenant, ça devient des supermarchés, on le voit, hein, tout est en présentoir. Et voilà, donc l'objectif, c'est de faire passer toutes ces entreprises qui créent de la réelle richesse pour que ce soit capté par en effet des sociétés et puis qu'elles grossissent. Voilà. Et puis bien sûr, il y a le RSI, hein, donc le régime qui insécurise énormément bien sûr tous ces indépendants, qui est lié bien sûr au New Public Management, puisqu'en fait c'est une des fonctions, donc l'État a sous-traité à du privé la sécu, hein, des indépendants, mais en les payant à coups de lance-pierre, donc et puis un peu dans l'urgence, donc du coup ça génère énormément de dysfonctionnement. Pour les étudiants, ils ont fait exactement la même chose. C'est pour les mutuelles étudiantes qui servent de sécu, ils ont fait pareil, ils ont privatisé, ils ont payé à coups de lance-pierre, donc du coup des dysfonctionnements énormes. Et bon, l'intérêt c'est que du coup, maintenant il y a de la grogne contre la sécurité sociale en général, et ce qui permet de privatiser aussi le service de la santé et de la sécurité sociale. Enfin, voilà, ça c'est notre domaine, mais c'est vrai que la dernière fois, je n'ai pas parlé du RSI, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de fondamental parce que les PME, tout ça, ça représente quand même beaucoup d'emplois. Voilà, donc c'est comme pour les salariés, hein, ou comme pour le public, pour les indépendants et les petites entreprises qui ne sont pas sous un régime de société, donc c'est aussi la subordination des professionnels au principe donc, de la finance à court terme.
Donc avec des contrôles externes qu'on leur impose pour pouvoir exercer, avec la mise en concurrence, donc des déréglementations donc la libéralisation des marchés, et tout ça avec des décrets. Donc ça freine en tout la compétitivité des petits par rapport aux gros, comme je le disais, par rapport aux frigoristes ou aux petits lavandiers. Ça génère in fine un surcoût au niveau du client et des petits commerces, parce qu'évidemment le frigoriste qui doit envoyer ses ouvriers en formation, qui doit payer la mise en de nouveaux matériels, etc., qui doit changer les gaz parce qu'il y a une nouvelle directive qui dit que ce gaz-là est nocif, enfin bref, du coup tout ça, ça a des répercussions sur sur les entreprises qui ont des frigos, les petits commerces, et du coup qui vont le répercuter aussi sur le prix de vente après, même s'ils sont en entreprise, parce que leurs charges augmentent, donc du coup ils sont obligés. Et ils ne peuvent pas rationaliser comme les grosses qui peuvent répartir ces charges sur le reste. Donc ça fait disparaître les métiers, donc, puisque ça génère des tâches d'exécutants, et ça fait baisser donc les qualifications et la qualité de travail. Ça favorise aussi les regroupements, et donc augmente aussi les sociétés, la taille des sociétés, et donc la concurrence. Du coup, on va être de plus en plus en concurrence. Il y a pas mal les médecins maintenant, tout ça qui se regroupent, les agriculteurs aussi qui se regroupent pour mutualiser leurs outils. D'ailleurs, les nouvelles sociétés sont créées un petit peu dans ce sens-là. Puis du coup, ça fait des grosses exploitations qui du coup sont un gros concurrent, par rapport au petit qui garde sa petite exploitation sa familiale. Donc c'est le cercle vicieux. Et donc du coup ça empêche de créer surtout de la vraie richesse, de la richesse réelle, et ça favorise aussi les arnaques et les fraudes, parce qu'évidemment quand on met une entreprise dans une situation de survie, du coup si elle dépose le bilan, on se retrouve comme un ronflant, ou alors il va un peu enjoliver le devis, ça va générer tout un... Moi je ressens ça, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais que finalement on peut de moins en moins avoir confiance dans les artisans, ou etc. On a des surprises qu'avant on n'avait pas, comme dans les services publics d'ailleurs, c'est-à-dire que ça délite quand même le lien social et la confiance que je peux faire dans l'autre. Alors toute cette insécurité-là... Pardon ? Donc, Maslow, on y arrive. Oui, alors c'est vrai que c'est une pyramide, donc c'est quelque chose de très connu, donc au niveau de la motivation d'entreprise et tout ça, mais c'est vrai que ça me semble être assez intéressant des besoins de l'être humain, donc notamment, et donc c'est la pyramide en effet de Maslow qui hiérarchise nos besoins. Et en effet, on voit que toute cette insécurité-là qui est générée met en cause les besoins que nous avons, et notamment le premier besoin, c'est le besoin physiologique, qui est celui tout simplement de pouvoir manger, avoir un toit sur la tête. Voilà, et puis aussi de pouvoir transférer mon exploitation à mes enfants. Ça fait partie aussi des besoins physiologiques, dans cette logique de survie de l'espèce. Pas rien qu'individuel, mais aussi dans cette logique-là. Ensuite, le besoin de sécurité. Donc là, au niveau de ce que j'ai, je ne veux pas le perdre. C'est pas en avoir plus, mais si j'ai une maison, je préfère pas la perdre. Voilà. Le besoin d'appartenance, donc ensuite, c'est qu'on a besoin aussi d'avoir une place dans un groupe, de se sentir reconnu. Donc je parlais de coopération, mais c'est vrai que c'est important dans un groupe de dire non, moi je ne sais pas trop faire ça, toi tu sais mieux le faire. Et en fait, là, les équipes fonctionnent beaucoup mieux quand ça se passe comme ça. Mais si tout le monde veut faire la même chose en même temps,
c'est beaucoup plus compliqué et en tout cas ça ne répond pas à notre besoin d'avoir une place et d'être reconnu dans mon groupe d'appartenance. Le besoin d'estime, donc confiance, respect, reconnaissance de mon groupe d'appartenance, et puis la réalisation de soi qui est le haut de la pyramide. Voilà. Et donc on voit que la mise en place de toute cette gestion du management remet en cause un à un. Alors j'ai pas parlé du code du travail, mais sur ma conférence de la flexi-sécurité j'en parle aussi, comment tout ça arrive. Mais ça remet en cause justement tous ces besoins-là. Que notre système social, qu'on appelle l'État-providence, qui avait été mis en place donc après la Seconde Guerre mondiale, nous permettait justement de sécuriser. La sécurité sociale, c'était pas que la Sécu, c'était aussi la sécurité sociale de l'ensemble de la population, avec les retraites par répartition, avec les comités d'entreprise, avec le droit du travail, voilà, le Conseil national de la résistance, voilà, qui avait mis tout ça en place. Et nous protéger justement des féodalités financières. Donc voilà, pour ce qu'il en est. Pour finir sur en tout cas sur les petites et moyennes entreprises, les libéraux, il faut savoir que ça représente quand même un nombre énorme d'emplois, donc 96% des entreprises françaises, 2 emplois sur 3, 60% de la production intérieure brute, donc de la richesse créée. Donc cette insécurité génère aussi donc, pour eux une souffrance au travail importante, des suicides énormes, 1 à 2 par jour selon les études, ne serait-ce sur les dirigeants de PME, mais dedans il y a les agriculteurs qui sont énormément touchés. Vous avez donc les faillites personnelles, ça génère bien sûr le business du soin, donc le couloir humanitaire aussi, un peu dont je parlais tout à l'heure, donc de la santé, du stress, du développement personnel, etc., des fleurs de bac pour gérer le stress. Et le délitement du lien social, donc aussi dont je parlais tout à l'heure. Mais en fait, tout ça, c'est notamment cette souffrance au travail dont on a parlé pour France Télécom, pour tout ça, ou dans les services publics, à l'hôpital. Et bien en fait, pour la majorité des entreprises françaises, pour 2 emplois sur 3, on n'en parle pas alors que c'est exactement la même chose. Il n'y a quasiment aucune étude sur la souffrance, donc la souffrance au travail de ces indépendants et de ces petites entreprises. Vous avez simplement un laboratoire universitaire à Montpellier là, qui s'occupe un peu de ça et essaye d'alerter sur justement cette part-là de notre économie qui est quand même colossale et dont on ne parle pas parce que justement comme ils sont éparpillés et indépendants, du coup voilà, on n'a pas de vision très claire et il n'y a pas d'études faites à ce sujet. Alors, les risques psychosociaux donc, sont bien pour les petites entreprises et pour les entreprises au sens de créer une richesse financière, mais aussi pour les salariés qui sont dans les sociétés. À savoir qu'en effet, par rapport à la pyramide de Maslow, il était prévu que la mise en place de cette société néolibérale générerait des problèmes de santé publique. Et d'ailleurs, l'Union européenne, quand elle a voté, quand ils ont choisi donc, au protocole de Lisbonne en 2000 de mettre en place l'économie de la connaissance la plus performante du monde, du coup, elle a mis en place une stratégie de santé et de prévention au travail. Parce que, et elle dit, alors je ne l'ai pas amené cette fois-ci, j'en ai parlé beaucoup la dernière fois, j'ai pu détailler, mais elle explique que donc vu le choix politique qui a été fait, donc ça allait engendrer de la flexibilité dans les formes d'emploi,
donc de l'insécurité, que ça allait engendrer donc des risques dus aux mutations des organisations de travail et que ça allait développer la précarité, le temps partiel, les horaires atypiques dans les travails de nuit, les travails postés, le télétravail, que ça allait développer aussi les flexibilités dans les organisations de travail, une gestion des ressources humaines, hein, on revient plus individuelle, justement des primes individuelles de performance et puis d'obligations de résultats. Et du coup, il est noté noir sur blanc dans cette stratégie-là que ça va générer, parce qu'on le sait, que ça va avoir un impact négatif sur la santé, ça va générer plus d'accidents de travail, du stress, de l'anxiété, de la dépression, du harcèlement, des intimidations, des addictions, hein, donc alcoolisme, etc. Et de la violence au travail. Donc, il est noté noir sur blanc qu'ils savent très bien qu'en faisant ce choix-là politique, ça va générer ce... Et c'est pour ça qu'ils poussent les États membres à faire des lois anti-harcèlement, à mettre en place des dispositifs pour les risques psychosociaux, etc., etc. Voilà. Donc, et au niveau donc, des petites entreprises, c'est exactement voilà, la même chose. Là, il ne détaille pas, c'est vraiment pour tout. Hein. Dans le bâtiment, il y a bien sûr les artisans aussi. Voilà, donc pour finir, donc, la société donc, malade de sa gestion et la perversion narcissique, donc ça j'en ai parlé dans la première conférence, notamment sur les lois sur le harcèlement. Vous avez beaucoup de recherches qui ont été faites, notamment sur le harcèlement et le lien donc, avec la perversion narcissique. On parle beaucoup des managers qui sont pervers, etc., comment s'en défier, et puis ça déborde même sur la vie personnelle, mais à l'origine c'était bien sur des travaux sur le harcèlement au travail, hein, Marie-France Irigoyen, le livre, hein, qui a, en France en tout cas, qui a fait mettre en place ensuite des lois sur le harcèlement, donc en parle. À l'origine c'était donc Jean-Claude Racamier, donc dans Génie des origines, qui en parle. Mais en fait, lui, il n'en parlait pas ou peu comme une maladie, donc la perversion narcissique, il n'en parlait pas comme une maladie individuelle telle qu'on le parle aujourd'hui, mais vraiment comme quelque chose, comme une maladie sociale et une contagion, hein, et qu'il explique très bien dans ce livre-là. Où les symptômes, ben c'est en fait comme ça paraît comme une maladie, enfin ça a le masque de santé, hein, mentale, ça paraît normal, mais c'est une pathologie en fait qui masque la réalité, hein, le principe de réalité, et donc qui relève vraiment d'une psychopathologie, et notamment dans ce système-là, vous avez la neutralisation de quelque chose qui est complètement inné dans l'espèce humaine, c'est l'empathie. Hein. L'empathie, c'est-à-dire de ressentir l'émotion que l'autre ressent. Voilà. Et on sait que cette empathie, elle n'est pas acquise, on ne peut pas l'apprendre à quelqu'un. Elle est innée, parce que même les nouveau-nés, quand on leur met des sons, hein, donc des cris, notamment des pleurs, si on leur met leurs propres pleurs enregistrés ou si on leur met le pleur enregistré d'un autre nourrisson, eh ben, quand c'est leur propre pleur, mais par contre, quand c'est le pleur d'un autre nourrisson, ben, eux aussi, ça agit sur eux, sur leurs propres émotions. Voilà. Et en fait, cette contagion narcissique, avec ses objectifs de résultat, avec tout ça, ben, en fait, neutralise complètement l'empathie qu'on peut avoir par rapport à autrui, et on instrumentalise au contraire l'autre, on l'utilise comme objet pour arriver aux objectifs qu'on a fixés, hein, d'où l'impact des primes individuelles, etc., etc. Voilà,
tout ça, donc, c'est en fait dans le système dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, de Hayek et Friedman, qui donc transforme petit à petit la société en une société de marché, et même les États ne sont plus des États et ne sont plus là pour la performance sociale et protéger leur population, mais ils sont là pour générer de l'argent et être rentables, notamment pour les détenteurs de la dette. Et donc cette perversion vient du fait notamment de cette idéologie qui dit, donc dans un livre qui s'appelle Le Route de la servitude, seul le système de concurrence est capable de réduire par le moyen de la décentralisation le pouvoir exercé de l'homme par l'homme et de le libérer. Voilà. Et alors il y a de plus en plus de voix, bon j'ai parlé de Stiglitz, mais il y a aussi Krugman, il y a en France Étienne Chouard, vous avez Jacques Sapir, vous avez Lordon, Frédéric Lordon, donc des économistes atterrés, donc qui s'élèvent de plus en plus pour dénoncer, essayer d'informer les gens du choix, de ce choix-là, des inconvénients et des impacts que ça peut avoir, et notamment aussi sur l'environnement, sur l'insécurité sociale qu'on a. Bon. Mais bien sûr, ces gens-là ne sont pas très peu dans les médias, parce qu'en réalité, ces médias sont aux mains des 10 milliardaires, des quelques milliardaires qui possèdent tout ça, voilà. J'avais montré l'autre fois l'article du Monde où il y avait en effet tout le diagramme de... Non, le monde diplomatique. Ouais, on est une grande... ouais, c'est possible. Et donc voilà, du coup, en effet, ils ne passent pas dans les médias, mais avec ces crises, notamment, ils expliquent que ce néolibéralisme, avec les crises d'environnement, les crises financières, etc., donc on arrive un peu à une fin de cycle. Les gens perçoivent bien qu'en effet, ils ne sont plus trop en démocratie, que bon, voilà. Et que c'est finalement la fin d'un cycle de ce néolibéralisme-là. Donc voilà, en tout cas, c'est important de connaître un peu les rouages de ça, et puis de finir là-dessus, hein, sur le fait qu'en effet, on est sur un système mortifère complètement. Donc sur est-il possible de s'adapter à une société malade, donc voilà, les éléments là montrent qu'en effet ce système-là n'est pas soutenable, que la souffrance que chacun de nous vit dans sa vie personnelle, en tant que client, en tant que citoyen, en tant que professionnel, n'est pas le fruit du hasard, mais que c'est parce que c'est une erreur qui a été faite au niveau économique, qui est très très bien écrite, décortiquée, etc. Mais que voilà, pour l'instant, c'est dans le domaine du marginal, parce que c'est pas encore dans les médias, mais que voilà.